Mon téléphone a vibré à 7h12 du matin. C'était mon père. Rien que son nom affiché sur l'écran me donnait la nausée. Mais quelque chose me disait que je devais répondre cette fois-ci. Je décroche. Il ne prend même pas le temps de dire bonjour. Tu viendras au mariage de ton frère, n'est-ce pas? Pas une question. Un ordre. Comme toujours. Je prends une grande inspiration. Je ne suis pas sûre d'être disponible ce jour-là. Et là, il crache sa bombe. Et si tu n'es pas là, je coupe les virements. Tu n'auras plus rien pour tes études. Silence. J'ai senti mon cœur se contracter, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Ce n'est pas la peur qui me serrait la poitrine. C'était de la rage froide. Ce type croyait encore qu'il me tenait en laisse. Ce qu'il ignorait, c'est que je n'avais plus besoin de lui depuis longtemps. Mais je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer, juste assez longtemps pour qu'il pense que j'étais terrifiée. Puis j'ai répondu. Très bien. J'y serai. Je raccroche. Et je souris. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il croit que je suis encore cette gamine timide, cloîtrée dans une chambre étudiante miteuse, en train de galérer à payer ses manuels. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai fini mes études il y a plus d'1 an. En secret. Et que je gagne aujourd'hui plus en un mois qu'il n'a jamais gagné en 1 an. Mais il veut jouer à ça? Parfait. Il vient de m'offrir la meilleure scène possible pour ma revanche. Le mariage de mon frère. Lucas. L'enfant roi. Le petit prince à qui on a tout offert. Même mes sacrifices. Et là, il faut que je vous dise un truc. Ce mariage? C'est une vitrine. Mon père a invité la moitié de la ville, des collègues, des gens influents. Il veut briller à travers Lucas. Comme si son fils effaçait ses propres échecs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette fois, c'est moi qui vais voler la vedette. Je vais y aller. Mais pas en tant qu'invitée silencieuse, reléguée au fond de la salle. Non. Je vais y aller en tant que ce que je suis devenue, une femme puissante, indépendante, et prête à régler ses comptes en pleine lumière. Ce jour-là, je vais exposer chaque masque, chaque mensonge, chaque injustice. Et je ne vais pas lever la voix. Je vais le faire calmement. Stratégiquement. Doucement. Parce que la vérité, quand elle est lâchée avec précision, fait plus de bruit que n'importe quel cri. Et ce n'est que le début. Officiellement, je suis encore étudiante. Du moins, c'est ce que ma famille pense. Une petite fille fragile, plongée dans ses livres, dépendante de l'argent de papa pour survivre. C'est ce qu'ils croient. Et franchement, je les ai laissés y croire. Volontairement. Mais la vérité, c'est que j'ai décroché mon diplôme avec mention il y a plus d'1 an. Et le jour où j'ai enfin quitté cette fac, j'ai fait un vœu, plus jamais je ne dépendrai d'eux pour vivre. Je me suis lancée dans le freelance. Au début, c'était juste pour m'occuper. Quelques contrats de cybersécurité, du développement web, un peu de consulting. Et puis, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. En parallèle, j'ai lancé une boutique en ligne de produits tech avec un système d'abonnement. Un concept simple, mais ultra rentable. Aujourd'hui, entre mes revenus freelance et mon e-commerce, je gagne plus de 70 000 € par mois. Oui, par mois. Et je n'ai que 24 ans. Mais je n'ai jamais rien posté sur les réseaux. Pas de photos de voyage, pas de Rolex, pas de Tesla. Juste du silence. Du travail. Et de la stratégie. Pourquoi? Parce que je savais que le moment viendrait où cette façade allait m'être utile. Et ce moment, c'est maintenant. Pendant que Lucas vit encore chez mes parents, accumule les dettes et prépare son mariage comme si c'était une production Netflix sponsorisée par la famille, moi je vis dans un loft lumineux à Paris, payé comptant. J'ai une assistante personnelle. Je reçois des offres d'investissement chaque semaine. Et surtout, je me suis offert quelque chose que personne ne m'avait jamais donné, le respect de moi-même. Ce que ma famille ne comprend pas, c'est qu'il existe 2 types de richesses, celle qu'on montre et celle qu'on construit. Moi, j'ai choisi la seconde. Parce que la vraie revanche, ce n'est pas de crier qu'on a gagné. C'est de laisser les autres découvrir,
un à un, qu'ils vous ont sous-estimé toute leur vie. Et ce mariage? C'est l'opportunité parfaite. Pas pour m'afficher, mais pour révéler. Et pendant ce temps, je ne me contente pas de gagner de l'argent. J'en utilise une partie pour faire ce que mon père n'a jamais fait, tendre la main. J'ai payé les études de 2 filles que je ne connaissais même pas, juste parce qu'elles avaient le potentiel, mais aucune aide. Une d'elles m'a écrit récemment, « Grâce à vous, je vais devenir ingénieur. » J'ai pleuré en lisant ce message. Pas parce que j'étais fière d'elle, mais parce que personne ne m'a jamais dit ça à moi. Alors voilà. Je suis prête. Plus prête que je ne l'ai jamais été. Ils croient que je suis faible. Ils verront bientôt ce que signifie être forte, en silence. Je ne suis pas devenue méfiante par hasard. Dans ma famille, la justice n'a jamais existé. Il y avait Lucas, et puis il y avait moi. 2 mondes. 2 poids, 2 mesures. Lucas, c'était l'enfant roi. Il pouvait casser un vase, insulter un prof, rater son bac 3 fois, ce n'était jamais sa faute. Mon père trouvait toujours une excuse, il est sensible, il a besoin d'être encouragé, ce n'est pas un intellectuel, mais il a du charisme. Quant à moi, j'avais des notes parfaites, je participais à toutes les corvées, je restais dans l'ombre, et je n'étais jamais assez. Jamais assez brillante, jamais assez jolie, jamais assez utile. Un jour, j'ai entendu mon père dire à ma mère: « Camille, elle est bien, mais elle ne fera jamais grand-chose. Elle est trop discrète. » Ce jour-là, j'ai compris que je ne serais jamais reconnue dans cette maison. Le pire, c'est qu'ils ne m'ont même pas laissé tranquille pour autant. Mon père me répétait sans cesse que si j'étais encore logée, nourrie, c'était grâce à lui. Il m'a conditionnée à croire que je lui devais tout. Et Lucas, lui, en profitait. Il me piquait de l'argent, me traitait de coincée, et se moquait ouvertement de mes ambitions. Je me souviens d'un Noël. J'avais offert un livre rare à mon père, un exemplaire dédicacé d'un auteur qu'il disait adorer. Lucas, lui, avait acheté une bouteille de vin quelconque en dernière minute. Mon père a ouvert mon cadeau sans même lever les yeux. Il a dit: « Ah, merci. » Puis il a levé la bouteille de Lucas et s'est exclamé devant tout le monde: « Tu sais viser juste, toi au moins. » J'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Pendant des années, j'ai espéré qu'il changerait. Qu'il finirait par me voir. Mais il n'y a rien de plus aveugle qu'un parent qui a déjà décidé qui tu es. Et dans leur scénario, j'étais juste la figurante. L'arrière-plan de la réussite de Lucas. Alors j'ai pris une décision. J'ai quitté la maison dès mes 18 ans. Avec presque rien. Un sac, une bourse, et cette rage sourde dans le ventre. Une rage qui m'a porté plus loin qu'aucune autre émotion. Et aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je me dis qu'ils ne m'ont pas brisée. Ils m'ont construite. Pas comme ils l'auraient voulu. Mais comme j'en avais besoin. Leur mariage, c'est leur théâtre. Mais cette fois, je vais monter sur scène. Pas pour jouer leur rôle. Pour réécrire le script. À ma manière. Je savais que ce mariage serait le théâtre parfait. Et croyez-moi, je ne comptais pas y aller en simple spectatrice. Ils voulaient un événement pour exposer leur fierté, faire briller leur fils chéri devant toute la famille, les amis et les collègues. Parfait. Alors moi, j'allais transformer leur vitrine en miroir. Et ce qu'ils allaient voir dedans, allait les glacer. J'ai passé tout le week-end à peaufiner chaque détail. Mon plan devait être chirurgical. Pas une explosion de colère. Pas une scène. Non. Je voulais frapper sans crier. Juste avec des faits. Et avec une présence qui parlerait à ma place. D'abord, la tenue. J'ai fait appel à une styliste. Je voulais une robe sophistiquée, élégante, mais qui ne criait pas « Regardez-moi ». Non. Je voulais que ce soit comme une évidence. Une robe que seule une femme sûre d'elle peut porter. Sobre. Luxueuse. Inattaquable. Ensuite, la voiture. J'ai réservé une berline noire avec chauffeur. Pas une limousine tapa accent grave-l'œil, non. Une voiture de direction.
comme celles que prennent les femmes d'affaires qu'ils croisent à la télé mais jamais dans leur salon. Et puis, j'ai contacté mon assistant. Je lui ai demandé de m'accompagner le jour J, non pas comme secrétaire, mais comme témoin. Je voulais qu'il prenne des notes. Observe les réactions. Capte les regards. Et surtout, s'assure que tout ce que je dirais ce jour-là resterait factuel, fluide, irréprochable. Enfin, j'ai écrit un discours. Pas un de ces discours gnangnang qu'on récite entre deux toasts. Non. Une déclaration. Mon histoire. Mes vérités. Énoncées avec calme, sans rancune apparente, mais remplies de vérités que personne n'avait jamais osé formuler à voix haute dans cette famille. Et au cas où ils essaieraient de m'interrompre, j'ai prévu un support visuel. Une petite vidéo de 2 minutes, prête à être projetée, qui montrait mon travail, mes réussites, les entreprises que j'ai aidées, les bourses que j'ai financées. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était ma version des faits. Celle qu'ils avaient toujours refusé d'écouter. Et plus j'avançais dans cette préparation, plus une sensation étrange m'envahissait. De la paix. Oui, de la paix. Parce que pour la première fois, je ne faisais pas ça pour leur prouver quelque chose. Je le faisais pour moi. Pour me libérer. Pour ne plus jamais avoir à m'excuser d'exister. Le compte à rebours avait commencé. Ils pensaient que j'allais venir la tête baissée, le regard fuyant, la voix tremblante. Mais ce qu'ils allaient voir, c'est une femme debout. Solide. Libre. Et ils n'étaient pas prêts pour ça. Les jours qui précédaient le mariage étaient un mélange d'hypocrisie et de tension masquée. Je recevais des messages de ma tante Monique, celle qui m'ignorait à chaque repas de famille mais qui, soudainement, espérait que je sois bien habillée pour le grand jour. Un texto de la mariée aussi, que je n'avais jamais rencontrée, mais qui m'appelait, la sœur de cœur de Lucas, dans son message. J'ai failli rire. Lucas et moi, c'était plus Game of Thrones que frère Scott. Il n'avait pas changé. Il pensait que j'allais faire bonne figure. Que j'allais sourire, applaudir, prendre des photos, et me fondre dans la masse. Mais il ne comprenait pas que j'avais déjà changé. En silence. En profondeur. Et que ce mariage, c'était ma ligne d'arrivée. Ou plutôt, leur mur de vérité. Pendant que toute cette mascarade familiale prenait forme, moi, je bouclais un contrat de 250 000 € avec une start-up à Dubaï. Je négociais des parts dans une application de gestion de données, et je recevais une invitation pour intervenir dans une conférence tech à Tokyo. Mais je n'ai rien posté sur Instagram. Toujours ce silence stratégique. Je voulais que tout soit révélé d'un coup. Brut. Sans avertissement. Dans mon agenda, tout était calé, coiffure à 8 h, maquillage à 9 h, essayage final de la robe à 10 h, répétition du discours à 11 h. À midi, j'étais prête. Lisse. Impeccable. Irréprochable. J'ai même pris soin de prévenir la salle de réception, en amont, que je présenterais une courte vidéo hommage pour la famille. Rien de plus normal à leurs yeux. Mais pour moi, c'était le moment clé. 2 minutes. Juste 2. Pour faire basculer tout le décor. Et pendant tout ce temps, personne ne se doutait de rien. Mon père envoyait des mails à tout le monde avec des photos de Lucas dans son costume. Mon fils va être magnifique. Aucune mention de moi. Classique. Il n'avait jamais vraiment su dans quelle case me mettre. Mais cette fois, il allait devoir apprendre un nouveau mot, respect. Car ce que je préparais n'était pas une vengeance. C'était une renaissance. Et ce mariage, ce grand théâtre familial, allait devenir ma scène. Ils croyaient organiser une célébration. Mais ce qu'ils allaient vivre, c'était une révélation. Et moi, j'étais prête. Plus prête que jamais. Le jour du mariage est arrivé. Et dès le matin, j'ai senti que quelque chose avait changé. Pas dans le monde. En moi. Je n'étais plus nerveuse. Je n'avais pas cette boule au ventre qu'on a quand on sait qu'on va revoir des gens qui nous ont fait du mal. Non. J'étais calme. Focalisée. Comme si chaque humiliation passée m'avait conduite à ce moment précis. À 14 h, ma voiture noire s'est arrêtée devant le domaine. Un lieu luxueux,
plein de dorures et de sourires forcés. Mon chauffeur est sorti en premier, m'a ouvert la portière, et là, le silence. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je suis sortie en robe ivoire fluide, simple mais indiscutablement haut de gamme. Pas provocante. Juste, puissante. Dans mon dos, mon assistant tenait une pochette en cuir et avançait à pas mesurés. À nos côtés, un vidéaste discret filmait l'arrivée, comme s'il couvrait un événement d'entreprise. Ce n'était pas un caprice. C'était voulu. Chaque détail servait à une chose, imposer le doute. Une cousine que je n'avais pas vue depuis des années a chuchoté à sa mère. Elle travaille pour une ministre, tu crois? Une autre a pris son téléphone pour faire une story. Puis l'a reposé. Hésitante. Comme si elle ne savait pas si elle pouvait capturer ce qu'elle voyait. À l'intérieur, l'ambiance a changé dès que j'ai franchi les portes de la salle. Lucas m'a repéré. Il m'a regardé de haut en bas, fronçant les sourcils. Comme s'il ne reconnaissait pas la sœur qu'il avait passé sa vie à rabaisser. Mon père, je ne l'avais pas vu comme ça depuis des années. Il a blêmi. Littéralement. Il a cligné plusieurs fois des yeux. Son sourire s'est figé. Il a regardé autour de lui, sans savoir quoi faire. C'était trop tard. J'étais là. Et je ne pouvais plus être ignorée. Une tante s'est approchée avec un grand sourire. « Camille, tu es superbe. Qu'est-ce que tu fais, maintenant ?» J'ai simplement répondu. « Je dirige. » Elle a ri, croyant à une blague. Jusqu'à ce que mon assistant vienne me demander à voix basse si tout était prêt pour la projection vidéo. Là, elle a arrêté de sourire. Je me suis assise à ma place, dans le carré VIP, juste devant. Pas reléguée au fond comme d'habitude. Et j'ai croisé les jambes, calmement. Les regards continuaient de fuser. Je les laissais faire. Je ne bougeais pas. Chaque minute de silence renforçait leur malaise. Et j'adorais ça. Parce que pour la première fois, c'est eux qui se demandaient qui j'étais devenue. Et ils allaient bientôt le découvrir. Je savais que ce moment arriverait. Je l'avais répété dans ma tête des dizaines de fois. Mais quand le maître de cérémonie a soudain lancé « Et maintenant, un mot de la sœur du marié ?» J'ai senti une vibration dans tout mon corps. Pas de la peur. De l'électricité. Tous les regards se sont tournés vers moi. Certains curieux. D'autres méprisants. Et quelques-uns, franchement inquiets. Je me suis levée lentement. Sans me presser. J'ai marché jusqu'au micro avec l'élégance d'une femme qui a toute la maîtrise de la pièce. Même Lucas semblait surpris. Mon père, lui, gardait un sourire tendu, les mâchoires serrées. J'ai pris le micro. Et j'ai regardé la salle. En silence. Longtemps. Très longtemps. Assez pour que certains commencent à se tortiller sur leurs chaises. Puis j'ai commencé. Bonjour à toutes et tous. Je suis Camille, la sœur de Lucas. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit devant cette famille. Le silence s'est figé. Aucun bruit. Pas même un verre qui teinte. Aujourd'hui est un grand jour. On célèbre Lucas. Son mariage, sa réussite. Son futur. Et c'est très bien. Vraiment. Mais pendant longtemps, dans cette famille, il n'y avait de place que pour lui. Je marque une pause. Moi, j'étais l'ombre. Celle qui devait se taire. Celle qu'on ignorait. Celle qui, quand elle réussissait, n'intéressait personne. J'ai grandi dans une maison où l'amour était conditionnel. Où les félicitations, c'était pour Lucas. Et le silence, c'était pour moi. Je sens une onde passer dans la salle. Il y a 2 ans, mon père a coupé tout soutien financier, pensant que je m'écroulerais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais plus besoin de lui depuis longtemps. Je sors un petit boîtier de ma poche. Je clique. L'écran géant de la salle s'allume. Et là, une vidéo démarre. 2 minutes. Un montage professionnel. Mon visage, des extraits d'interviews, des logos de startups partenaires, mes interventions dans des conférences tech. Des images de moi signant des contrats,
encadrant des équipes, parlant sur scène. La vidéo se termine sur une phrase. Je ne suis pas la petite sœur de Lucas. Je suis Camille. Et je n'ai plus rien à prouver. Applaudissements? Pas encore. Juste des regards. Des bouches ouvertes. Un silence qui hurle. Je reprends le micro une dernière fois. Je n'ai pas dit tout ça pour me venger. Je l'ai dit pour libérer celle que j'ai toujours été. Et pour rappeler à tous ici que parfois, le plus grand succès, c'est d'avoir tenu bon, même quand personne ne vous regardait. Je rends le micro. Et je retourne m'asseoir. Droite. Détendue. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin qu'on m'écoute. On n'avait plus le choix. Quand la vidéo s'est éteinte, la salle est restée figée. Pas un mot. Pas un mouvement. C'était comme si le temps s'était suspendu. Tous ces gens qui m'avaient toujours regardée comme une fille transparente me dévisageaient maintenant comme s'ils voyaient un fantôme ou un phénomène. Et puis, lentement, les regards ont commencé à se tourner. Vers mon père. Vers Lucas. Vers ceux qui, toute leur vie, avaient raconté que j'étais une gentille fille sans ambition. Certains invités se penchaient pour murmurer à leurs voisins. D'autres sortaient leur téléphone discrètement. Une tante hochait la tête, la bouche entr'ouverte, visiblement chamboulée. Moi, je suis restée assise. Silencieuse. Le dos droit. Sereine. Je n'avais plus rien à prouver. Je n'avais plus besoin de crier. J'étais devenue la tempête, et ils étaient coincés en plein milieu. Lucas, lui, avait perdu son sourire. Il regardait ses pieds. La mariée, elle, me fixait avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de surprise et de doute. Comme si elle découvrait qu'elle venait d'épouser un homme très différent de celui qu'on lui avait vendu. Et ça n'était que le début. Je me suis levée une seconde fois. Pas pour parler. Juste pour m'adresser à deux jeunes filles, assises au fond. Des cousines. Des étudiantes brillantes qu'on avait totalement négligées. 2 ans plus tôt, je les avais croisées par hasard à un événement. Elles m'avaient raconté qu'elles allaient devoir abandonner leurs études faute de moyens. Je les avais aidées. En secret. Sans rien dire à personne. Je les ai regardées et j'ai simplement dit. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai voulu rester anonyme. L'une d'elles avait les larmes aux yeux. Et moi, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Puis, sans lever la voix, j'ai continué. J'ai aussi une dernière chose à vous dire. Vous croyez tous que Lucas est un modèle. Un homme accompli. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que sa société a fait faillite l'an dernier. Et que ce mariage, cette fête, a été entièrement financé par un prêt au nom de notre père. Un prêt qu'il ne pourra pas rembourser. Un frisson a traversé la salle. Les pendant qu'il dépensait sans compter, moi, je créais de la valeur. Pour moi. Pour d'autres. En silence. Parce que la vraie réussite ne fait pas de bruit. Elle agit. Je me suis rassis. Tranquillement. Et là, pour la première fois, quelqu'un a applaudi. Une femme. Puis un homme. Puis toute une rangée. Ce n'était pas bruyant. Mais c'était réel. Et à ce moment précis, j'ai su. C'était fini. Était là, les masques ont commencé à tomber. Lucas, incapable de soutenir les regards, a marmonné quelque chose à sa femme. Elle s'est reculée. Juste d'un pas. Mais dans un silence pareil, ce geste-là a résonné plus fort qu'un cri. Le père du marié, mon propre père, a bondi de sa chaise, les joues rouges. C'est faux. Elle invente tout ça. C'est de la jalousie. Mais personne n'a bronché. Plus personne ne le suivait dans sa folie. Moi, je n'ai même pas tourné la tête. Je l'ai laissé s'enfoncer. Parce que j'avais tout prévu. L'écran, qui était encore en veille, s'est rallumé doucement. Mon assistant, sans dire un mot, a ouvert une présentation. Sobre. Professionnelle. Des extraits de dossiers publics. Les documents d'une liquidation judiciaire au nom de Lucas. Les emprunts contractés par mon père. Et au beau milieu de tout ça, une ligne glaçante,
Solde restant du 93 250 €. Les invités étaient incrédules. Attendez, il a fait faillite? Mais, c'est ce mariage qu'on vient de fêter, là? C'est pas une blague? Une invitée s'est levée, choquée. C'est avec notre argent qu'il a fait tout ça? Le chaos se dessinait. Mais moi, je restais parfaitement calme. Parce que tout ça, ce n'était pas une attaque. C'était un miroir. Et ils ne supportaient pas leur propre reflet. Mon père, lui, n'avait plus aucun allié dans la salle. Même ses vieux amis du club de golf se détournaient, mal à l'aise. Et Lucas? Il s'est effondré sur sa chaise. La mariée s'est levée lentement, et elle est sortie de la pièce. Sans un mot. Sans un regard pour lui. Puis, un geste que je n'oublierai jamais, une de mes tantes, celle qui m'avait toujours regardé de travers, s'est levée et m'a dit: « Je suis désolée, Camille. On t'a vraiment mal jugé. Tu as été plus digne aujourd'hui que toute cette famille réunie. » Et d'autres ont suivi. Des cousins que je pensais hostiles. Des connaissances lointaines. Des inconnus. Des gens qui, pour une fois, voyaient clair. Je ne cherchais pas la pitié. Ni même l'approbation. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est passé. J'avais réécrit l'histoire. Et cette fois, je n'étais plus la figurante. J'étais celle qu'on écoutait. Celle qu'on respectait. Celle qui avait fait tomber une façade construite sur des mensonges, en parlant simplement avec vérité. Et le plus beau dans tout ça, je n'avais pas eu besoin de hausser le ton. Juste de montrer qui j'étais, enfin je me suis levée. Lentement. Pas dans un élan dramatique, pas pour fuir. Juste, parce que j'en avais fini. Je regardais cette salle, autrefois symbole de leur pouvoir. Elle était devenue un champ de ruines. Les conversations avaient cessé. Les alliances s'étaient brisées. Les regards s'étaient retournés. Et moi, je traversais l'allée centrale comme une actrice quittant la scène après avoir livré la performance de sa vie. Mais là, quelque chose s'est produit que je n'avais pas anticipé. Les gens se sont levés. Pas tous en même temps. Mais par vagues. Certains m'ont touché le bras en passant. D'autres m'ont simplement souri, comme s'ils venaient de se réveiller d'un long sommeil collectif. Des mains se sont tendues. Des phrases murmurées. Bravo pour votre courage. Vous avez dit ce que personne n'osait dire. On ne vous connaissait pas. Maintenant on s'en souviendra. Et moi, j'avançais. Le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. J'ai passé la porte de la salle, et la lumière extérieure m'a frappé en plein visage. Le contraste entre l'air pur et l'atmosphère étouffante de ce banquet m'a fait l'effet d'une délivrance. Mon chauffeur m'attendait, impassible, portière ouverte. Je suis montée dans la voiture sans un mot. Mais alors que le véhicule commençait à s'éloigner, j'ai jeté un dernier coup d'œil par la vitre. Et ce que j'ai vu m'a confirmé une chose, je n'avais plus besoin d'eux. De personne. La seule chose dont j'avais besoin, c'était moi. Et ce jour-là, je m'étais enfin choisi. Lucas était dehors, assis sur les marches, la tête dans les mains. Seul. Mon père était resté à l'intérieur, trop orgueilleux pour affronter le regard des autres. Et la mariée? Déjà partie. Elle n'avait pas dit un mot. Mais dans ses yeux, c'était écrit, elle avait compris. Et moi, j'étais libre. Libre de leur silence. Libre de leur mépris. Libre de devoir me justifier, m'excuser, m'expliquer. Pendant toutes ces années, il m'avait fait croire que j'étais en marge. Que j'étais trop discrète, trop sérieuse, trop différente. Mais au fond, je n'étais pas trop. J'étais juste pas comme eux. Et aujourd'hui, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai ouvert mon téléphone, une notification s'était affichée. Un message vocal de ma petite cousine. Camille, j'ai vu la vidéo. J'ai pleuré. Je veux devenir comme toi. Je l'ai écouté 3 fois. Et j'ai souri. Ce n'était pas un adieu. C'était un commencement. Les jours qui ont suivi ce mariage ont été irréels. Pas une heure ne passait sans que je reçoive un message, un appel, un email. Des cousins, des anciennes amies de la famille,
même des inconnus présents ce jour-là. Tous disaient la même chose, merci. Merci d'avoir dit ce que personne n'osait dire. Merci d'avoir brisé ce cercle toxique. Merci d'avoir montré qu'on peut exister, même quand on vous a appris à disparaître. La vidéo a fuité. Bien sûr. C'était inévitable. Un extrait de mon discours a été posté sur TikTok par un invité. En moins de 24 heures, plus de 400 000 vues. Les commentaires pleuvaient. Elle est incroyable, je veux être comme elle. C'est pas une sœur, c'est une légende. Lucas mérite une série Netflix, mais en tant qu'antagoniste. Et moi? Je ne répondais à rien. Je n'avais plus besoin de parler. Je l'avais déjà fait. J'ai supprimé le dernier contact que j'avais avec mon père. Bloqué son numéro. Je n'ai même pas ouvert son email de justification, intitulé « Tu es allé trop loin ». Trop loin? Non. Je suis allé juste assez loin pour enfin me retrouver. Je n'ai pas répondu non plus à Lucas. Il a tenté. Un SMS plein de fautes, tu nous as humiliés, t'es fier? Oui, Lucas. Fier de m'être enfin choisi. Mais tout ça, ce n'était que le début. Parce que je savais que ce que j'avais vécu, d'autres femmes le vivaient aussi. Cette sensation d'être de trop. D'être la pièce secondaire de leur propre histoire. Alors j'ai décidé d'agir. Pour de vrai. J'ai lancé un fonds. Un programme d'aide pour les étudiantes issues de familles toxiques. Bourse, logement d'urgence, accompagnement psychologique. En quelques semaines, j'ai levé plus d'un demi-million d'euros grâce à des partenaires qui m'ont contacté après avoir vu mon histoire. Même une chaîne télé voulait m'interviewer. J'ai refusé. Parce que ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de toutes celles qu'on n'écoute jamais. Toutes celles qui se taisent par loyauté, par peur, par habitude. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec une clarté que je n'ai jamais connue avant. Je n'ai plus besoin d'approbation. Je n'ai plus besoin d'être digne d'eux. Parce que maintenant, je suis digne de moi-même. Et tu sais quoi? Si c'était à refaire, je ne changerais rien. Pas un mot. Pas un geste. Parce qu'en une seule journée, j'ai mis fin à une vie de silence. Et j'en ai commencé une autre, en pleine lumière.